Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons introduire les équations du mouvement rectiligne uniformément accéléré ainsi que du mouvement rectiligne uniforme. C'est donc la suite de ce que nous avons étudié au chapitre précédent, la première partie du chapitre sur les mouvements, où nous avons fait l'analyse graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération des objets. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous étudierons comment pouvons-nous déterminer ces mêmes quantités grâce à des équations. À la page 9 de votre document de notes, vous avez un tableau résumé qui va donc dénoter l'ensemble des équations que nous allons utiliser dans le cadre de ce chapitre-ci. J'invite donc à prendre en note celle-ci et pendant que vous le faites, je vais, dans le fond, indiquer, quelques informations au sujet des symboles que vous voyez et quelques précisions au sujet des diverses équations. Donc, vous constatez que le tableau est divisé en 2 parties. Donc la première équation, c'est une équation qui relève du mouvement rectiligne uniforme, donc un mouvement à vitesse constante, distance d'accélération. Et la formule que vous voyez, V est égal à delta x sur delta t. C'est une formule semblable à ce qu'on avait étudié quand il était question de la vitesse moyenne, donc à la partie précédente du chapitre. Et donc, on revient à dire que si j'ai un mouvement à vitesse constante, on peut calculer sa vitesse, donc en divisant le déplacement par le temps. Ça va nous permettre par le fait même d'introduire des nouveaux symboles que je vous invite bien sûr à noter à côté. Donc, dans le cas ici de la première formule, V, bien sûr, c'est pour la vitesse. Ensuite, delta x va toujours représenter le déplacement et delta t va représenter bien sûr la durée d'un mouvement, donc le temps que ça a pris pour faire le déplacement en question. Donc, je vais mettre ici la durée du mouvement, donc la durée tout simplement qui est une unité de temps. Sinon, les 4 équations suivantes sont, des équations qui traitent du mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc un mouvement en ligne droite, lors duquel il y a une accélération. Vous aurez remarqué que certaines de ces équations, comme pour la première, se dénotent en 2 formats. Donc, c'est pas que c'est 2 équations différentes, mais plutôt, que c'est des équations où on a isolé une variable différente. Donc, si on regarde la première, A est égal à VF moins VI sur delta t. Ben, si on isole VF dans cette équation, ça nous donne VF est égal à VI plus A delta t, delta t. Donc, pourquoi ne pas avoir, dans ce cas-ci, indiqué les équations avec chacune des variables à l'intérieur, isolées? Ben, on a dénoté celles qui sont les plus souvent utiles, je vous dirais, là, dans différents, calculs. Remarquez également que dans la colonne de droite, variable, j'ai indiqué toutes les quantités que possèdent ces équations. Donc, de sorte que lorsqu'on aura des calculs à faire, on va faire des exemples ensemble dans quelques instants, ben, on saura toujours laquelle des équations utiliser. Et donc, ce sera facile de savoir si on connaît, par exemple, 3 informations et on en cherche une quatrième. Donc, laquelle des équations devrais-je utiliser en priorité? On a introduit dans ces équations des nouveaux symboles, donc des nouvelles quantités. Donc, on a A qui représente bien sûr l'accélération. On a VF et VI, donc qui représentent la vitesse finale et la vitesse initiale. Contrairement à l'équation précédente, on se doit de définir une vitesse finale et initiale. Pourquoi? Ben, si on étudie un mouvement qui accélère, qui change de vitesse, évidemment, la vitesse initiale et finale ne sera pas identique. Donc, on aura besoin de connaître ces 2 informations-là si on veut être en mesure de calculer quoi que ce soit. Et donc, le delta t, c'était la même chose, donc ça reste identique. Voilà. Et sinon, donc, les 3 autres équations mettent en relation, dans le fond, différentes combinaisons de ces mêmes quantités. Donc, la deuxième, pour calculer le déplacement, delta x est égal à VI fois delta t plus l'accélération A fois delta t au carré divisé par 2. Donc, dans une situation où je connaîtrais, par exemple, l'accélération, la vitesse initiale, la durée d'un mouvement, je serais en mesure de calculer le déplacement ou
n'importe quelle autre combinaison que je pourrais faire avec ces 4 variables-là. Même principe pour l'avant-dernière équation, delta x est égal à vf carré moins vi carré sur 2 fois l'accélération, ou la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois delta x. Et dans le dernier cas, delta x est égal à vf plus vi fois delta t, donc divisé par 2. Et là, la question certainement que vous pouvez vous poser, c'est d'où sortent ces équations? Est-ce que c'est quelqu'un qui les a imaginées dans son sommeil? Est-ce que quelqu'un les a trouvées sur des tablettes en pierre? La réponse, évidemment, c'est aucune de ces possibilités. À vrai dire, c'est très facile de déduire l'origine de ces différentes formules à partir donc de l'analyse des graphiques de position, de vitesse et d'accélération pour des mouvements rectilignes uniformes ou encore des mouvements rectilignes uniformément accélérés. Nous ne ferons pas ça dans cette vidéo, mais je vous invite dans le fond à regarder une autre vidéo. Vous avez l'adresse ici en dessous sur YouTube pour aller consulter cet autre tutoriel. Sinon, donc, vous avez dans les notes de cours, si vous allez donc sur le PowerPoint de notes de cours, exactement là, une diapositive avec la même référence. Donc, je vous montre ici à quoi ça ressemble ici. Donc, dans le PowerPoint de note de cours. La vidéo s'appelle Physique 504, les mouvements, les équations du MRUA. Et cette vidéo vous montre en détail, donc, l'origine de chacune des formules. Donc, je vais expliquer, donc, d'où viennent chacune des formules et déduire mathématiquement, algébriquement, leur origine et pour tenter de mieux comprendre celle-ci. Ultimement, nous, notre objectif, c'est pas tant de comprendre leur origine, que d'être capable de les utiliser dans le fond, pour calculer différentes quantités physiques. Et c'est ce qu'on va faire ici à l'aide de 3 exemples tirés du cahier d'exercice. Donc, je vous invite en premier lieu à aller dans votre cahier d'exercice à la page 64. Nous allons travailler le numéro 10. Juste avant, je vous rappelle, avant de se lancer à la page 64, le numéro 10, que toutes les équations que nous venons tout juste là, de définir ensemble s'utilisent en combinaison, bien sûr, avec la définition que nous avons faite des quantités comme la position, le déplacement, la vitesse et l'accélération, et surtout l'interprétation qu'on fait des signes. Donc, dans votre document de notes, le fameux tableau qui se trouve à la page 2 est toujours d'une importance capitale quand vient le temps d'interpréter le signe d'une quantité et ensuite, donc, de comprendre au terme d'un calcul là, ce que veut dire là, les différentes valeurs que nous allons obtenir. Donc, rendons-nous à la page 64, le numéro 10. Donc, nous avons ici un camion dont la vitesse initiale était de 45 mètres par seconde. Et ensuite, donc, il voit sa vitesse décroître uniformément autour de 7,5 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, de quelle distance aura-t-il besoin pour s'arrêter complètement? C'est toujours peut-être intéressant de faire un petit schéma de la situation ici et vous me pardonnerez certainement mes piètres talents de dessinateur. Donc, je vais représenter grosso modo ici un petit camion, donc qui est à sa position de départ ici. On sait que sa vitesse initiale est de 45 mètres par seconde. Ensuite, on a donc il va avancer ce camion-là là, jusqu'à une certaine distance. Et ce que je vais faire ici pour identifier comme sa position finale, je vais mettre comme le camion, mais cette fois-ci en pointillé. Donc, simplement pour montrer que ça, c'est le mouvement, mais à la fin, dans le fond. Et on sait qu'à ce moment-là, sa vitesse finale va être de 0 puisqu'on dit qu'il va s'arrêter complètement. Et donc, on cherche la distance entre ces deux moments-là. Donc, on cherche delta t essentiellement. Et on sait que entre le moment A et le moment B, entre le moment initial et final, on a une perte de vitesse qui s'effectue autour de 7,5 mètres par seconde à chaque seconde. Et donc ça représente quoi? Ça représente l'accélération. Et je vais l'écrire ici à droite. Donc l'accélération,
7,5 mètres par seconde, donc mètres par seconde carré. Et puisque c'est une perte de vitesse alors que mon véhicule avance, je vous réfère ici au tableau de la page 2 de votre document de notes. Lorsqu'on a une vitesse positive et que notre objet, donc, perd de la vitesse en avançant, donc vitesse positive, accélération négative. Et donc, on va ajouter ici le signe moins pour indiquer que cette accélération de 7,5 sera négative. Nous allons maintenant indiquer les autres données que nous avions déjà indiquées sur notre schéma, c'est-à-dire donc la vitesse initiale de 45 mètres par seconde, la vitesse finale de 0 mètres par seconde et l'inconnu qui est delta x, le déplacement, donc qui est un nombre de mètres ici qu'on recherche. Et c'est donc à ce moment-ci qu'on peut aller consulter notre tableau des formules et tenter de trouver une formule parmi celles que nous avons notées il y a quelques instants qui contient les 4 variables A, VI, VF, delta X. Allons voir et rapidement, on va découvrir que l'équation qui nous intéresse, c'est véritablement celle-ci. Donc, on cherche delta X, on a VF, on a VI, on a l'accélération. Donc, on pourra utiliser delta X est égal à VF carré moins VI carré divisé par 2 fois l'accélération. Donc, c'est parti. Allons faire ce calcul pour trouver la réponse ici. Donc, delta X, le déplacement, est égal à la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré divisé par 2 fois l'accélération. Vous allez remarquer que dans tous les exemples que je vais faire, à partir de maintenant, je vais indiquer dans les calculs les unités, et non pas les incertitudes, mais bien les unités de mesure. Et l'idée derrière ça, c'est d'être capable de valider à la fin de notre calcul si l'unité de mesure de la réponse finale correspond à la quantité recherchée. Et ainsi, donc, avoir une certaine forme de validation de notre algèbre par rapport là, à notre démarche mathématique. Donc, nous avons ici une vitesse finale de 0 mètres par seconde à la 2, moins une vitesse initiale de 45 mètres par seconde à la 2. Tout ça divisé par 2 fois une accélération de moins 7,5 mètres par seconde carré. Donc, ici, je vais faire mon calcul en 2 étapes, juste pour faire un traitement d'unité qui est correct. Ça ne veut pas dire que je vais toujours faire le calcul en plusieurs étapes, mais je vais commencer par calculer le numérateur. Donc, 45 à la 2, ça fait 2025. Donc, évidemment, il y a un signe négatif devant, donc moins 2025. Et les unités, donc mètres et secondes, sont à la 2, donc ça fait des mètres carrés divisé par seconde carrée. Au dénominateur, 2 fois moins 7,5, donc ça va nous donner moins 15. Et l'unité de mesure est mètre divisé par seconde carrée. Et donc, ici, je vais venir annuler les secondes carrées au dénominateur. Ça s'annule en haut, en bas. Et j'ai un mètre qui s'annule en haut et le mètre ici qui s'annule en bas. Il va me rester 1 mètre. Et donc, j'ai trouvé des mètres, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Je cherchais un déplacement. Moins 2025 divisé par moins 15 nous donne un déplacement de 135 mètres. Et c'est notre réponse finale. Il y a toujours lieu de valider si cette réponse est logique. Donc, un sens dans le contexte de notre problème. La réponse, oui. Notre véhicule avance. On a défini le sens de notre mouvement un peu implicitement vers la droite, comme ça ici. Le déplacement est positif, ce qui veut dire que mon objet est en train d'avancer. Bien qu'il ralentit, il est toujours en train d'avancer. Dès lors, nous pouvons être satisfaits de cette réponse qui correspond, grosso modo, aux conditions de la situation. Allons travailler un deuxième exemple. Nous allons aller en ordre décroissant par rapport à la séquence d'exercices qui se trouve dans votre cahier. Toujours à la page 10, allons au numéro 8 et nous compléterons avec le numéro 7 à la page suivante, à la page précédente plutôt, qui est la page 63. Donc, cette fois-ci, on parle d'un mobile qui prend
1,2 ou 1,20 secondes pour atteindre la vitesse de 12,6 mètres par seconde. Quelle est son accélération s'il a franchi 11,34 mètres? Donc, rapidement, encore une fois, je vais faire un mini schéma de la situation. Cette fois-ci, écoutez, je vais juste montrer un bloc qui se déplace. Je ne prendrai même pas la peine de faire un dessin de voiture. De toute façon, c'est pas comme s'ils étaient très beaux, vous en conviendrez. Bref, donc mon mobile a franchi une distance de 11,34 mètres, c'est le déplacement. Ensuite, il a pris un certain temps, donc je vais écrire ici la donnée de temps qui est de 1,2 secondes, et pour atteindre une vitesse de 12,6. Donc 12,6, ce serait sa vitesse finale. Donc 12,6 mètres par seconde. Quelle était sa vitesse initiale? On ne le sait pas. Il ne faut pas supposer ici qu'elle est zéro. Ce serait peut-être tentant de dire, ah, ben au départ, l'objet était immobile. Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on étudie la trajectoire d'un objet qui était au départ immobile et ensuite qui a gagné ou perdu de la vitesse. On ne peut pas le supposer, à moins que ce soit explicitement mentionné qu'au départ, l'objet est immobile, l'objet est au repos, donc quelque chose comme ça, sa vitesse initiale est zéro. Donc, si ce n'est pas indiqué, on ne peut pas le supposer. Donc, faites attention à ça si jamais vous avez une telle situation que vous devez étudier. Donc, prenons le temps de bien justement écrire toutes ces données. Donc, on a la vitesse finale qui est 12,6 mètres par seconde. On a le déplacement delta x qui est 11,34 mètres. Et on a l'accélération qu'on cherche ici, donc qui est inconnue. Donc, c'est le temps d'aller voir notre tableau des formules. Allons-y dès maintenant. Allons voir ce tableau ici des formules. Avons-nous une formule qui contient accélération, déplacement, temps et vitesse finale? Si vous faites un survol rapide, vous allez vous rendre compte bien que non. Nous n'avons pas une telle équation à notre portée. Impossible donc de combiner ces éléments. Ce que nous pouvons faire par ailleurs, c'est dans ce cas-ci d'utiliser une autre formule pour trouver, par exemple, une autre donnée. Dans ce cas-ci, l'autre donnée qui est inconnue, on en a parlé il y a quelques instants, c'est la vitesse initiale. Et donc, dans cette situation, on pourrait utiliser ici la dernière formule. Donc, on connaît la vitesse finale, on connaît le déplacement, on connaît le temps, on cherche la vitesse initiale. Alors, faisons ce qu'il faut là, pour aller justement euh, trouver la vitesse initiale ici. Donc, c'est parti. Allons voir ce qu'il y en est avec cette formule. Donc, je vais utiliser ici la formule delta x est égal à VI plus VF fois delta t divisé par 2. Donc, je vais remplacer les éléments que je connais. 11,34 mètres est égal à la vitesse initiale, c'est ce que je cherche, plus la vitesse finale, 12,6 mètres par seconde, fois le temps, 1,2 secondes, tout ça divisé en 2. Et là, un petit peu d'algèbre nous attend. Donc, je vais faire x2 ici de chaque côté. Permettez-moi de faire deux étapes ici pour éviter, dans le fond, là, d'avoir trop d'étapes intermédiaires. Je vais également diviser de chaque côté par 1,2 secondes. 1,2 secondes. Voilà, je vais écrire le résultat tout en dessous. Donc, 11,34 fois 2, ça nous fait donc 22,68 divisé par 1,2, ça nous fait 18,9. Et en termes d'unités, on a des mètres divisés par des secondes, donc ça fait des mètres par seconde. Et ça tombe bien parce que de l'autre côté de notre équation, on a la vitesse initiale, donc des mètres par seconde, plus 12,6 mètres par seconde. Donc, encore des unités de vitesse. Tout ça concorde. On est bien heureux de la situation. On peut ensuite soustraire de chaque côté 12,6 mètres par seconde. Et voilà. Et donc, on obtient notre vitesse initiale qui est de 6,3. Je vais l'écrire ici en haut, vitesse initiale. Donc, 6,3 mètres par seconde. Et nous cherchons maintenant l'accélération. Ça, c'est l'objectif ultime de cette question. Je peux retourner voir dans mon tableau des équations
ce qui est à ma disposition pour calculer l'accélération. On va dire, j'ai beaucoup d'options. Je pourrais utiliser donc la première formule du MRUA, la deuxième ou la troisième. C'est seulement la dernière qui n'a pas le paramètre A. Dans ce cas-ci, écoutez, moi, je vais prendre la première. Je pense que c'est la plus simple pour faire ça. Donc, l'accélération, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par le temps. Donc, allons-y pour ça et voyons ce que ça nous donne. Évidemment, peu importe laquelle vous auriez choisi, si vous avez bien fait vos calculs, devriez obtenir la même réponse. Donc, l'accélération, c'est vitesse finale moins vitesse initiale divisé par le temps. Donc, la vitesse finale, on l'avait, donc 12,6 mètres par seconde. La vitesse initiale, 6,3 mètres par seconde. Oh, pardonnez-moi. Et le temps, donc 1,2 secondes. Évidemment, ici, on va calculer donc des mètres par seconde divisé par seconde. Ça va nous donner des mètres par seconde carré. On est bien content, c'est de l'accélération, ça fonctionne. Donc, 12,6 moins 6,3, ça nous donne 6,3. Donc, 6,3, c'est la moitié de 12,6. On divise par 1,2 et ça nous donne une accélération ici de 5,25 mètres par seconde carré. Est-ce que cette réponse est logique? Eh bien, j'oserais dire oui, parce que nous venons tout juste de déterminer que la vitesse initiale de ce bolide était de 6,3. Elle a augmenté tout en avançant. Donc, l'objet avance, gagne de la vitesse, vitesse positive, accélération positive. Donc, ça nous donne un objet qui gagne la vitesse vers l'avant. Ça fonctionne dans le contexte du problème. Donc, la réponse ici, l'accélération, 5,25 mètres. Voilà. Terminons avec un dernier exemple. Celui-là, toujours en ordre de décroissant à la page précédente. Donc, c'est le numéro 7. Donc, à la page 63. Donc, toujours la même histoire, hein. Donc, on a une automobile cette fois-ci. Bon, voilà, je serais obligé de dessiner une automobile, c'est fâcheux. Donc, une automobile qui se déplace à initialement une vitesse de 30 mètres par seconde. Voilà. Donc, sa vitesse initiale, 30 mètres par seconde. Et elle ralentit autour de 4 mètres par seconde. Par seconde, évidemment, on nous donne ici une autre version de l'accélération, donc qui serait 4 mètres par seconde carré. Et puisqu'elle ralentit tout en avançant, c'est négatif, moins 4 mètres par seconde carré. Donc, sur une distance de 52 mètres. Donc, distance ici franchie entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est de 52 mètres. On nous demande ici combien de temps dure le freinage. Encore une fois, un peu comme au numéro précédent, certains seraient peut-être tentés de dire ici, ah, ben c'est évident, l'auto est donc immobile à la fin. Ce n'est pas précisé. Donc, je ne peux pas supposer ici que la vitesse finale est zéro. Peut-être que le freinage était partiel, simplement pour ralentir le véhicule. Ça s'est fait sur une distance de 52 mètres. Donc, il n'y a pas lieu ici de supposer nécessairement, encore une fois, que la vitesse finale est zéro. Bref, énumérons les différentes données. On a déjà écrit l'accélération à moins 4, la vitesse initiale à 30 mètres par seconde, le déplacement de 52 mètres. Et on cherche quoi? On cherche la durée, donc delta t ici. C'est donc le moment d'aller voir notre tableau des équations pour savoir quel outil, quelle équation mathématique va nous permettre de découvrir ça. Allons voir. Donc, dans notre tableau, ça nous prend une équation qui fait le lien entre l'accélération, la vitesse initiale, le temps et delta x. Et nous avons ça, c'est l'équation qui est ici même. Donc, il nous dit delta x, le déplacement est égal à la vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. Donc, nous allons utiliser cette formule. Allons voir ce que ça nous donne ici. Donc, je vais écrire la dite formule. Delta x est égal à vi delta t fois, plus, pardon, a fois delta t au carré divisé par 2. Et là, ici, ce qui va survenir, je peux indiquer les différentes valeurs, les différentes données. Donc, le déplacement, c'est 52 mètres. La vitesse initiale, c'est 30 mètres par seconde. Le temps, c'est ce que je cherche,
plus ensuite l'accélération qui est de moins 4 mètres par seconde carré, fois le temps, la durée au carré, et tout ça divisé par 2. Et rapidement, quand va venir le temps d'essayer d'isoler la variable delta t, j'aurai un problème. Le problème se situe dans le fait que nous avons delta t et delta t au carré. Et donc, si je veux trouver la valeur du temps de la durée du mouvement ici, delta t, il faudra nécessairement que j'utilise la formule quadratique. Et donc, ça, c'est un enjeu, peut-être pour ceux et celles qui s'en rappellent plus, qui ont des notions lointaines de mathématiques, donc de quatrième secondaire. Et je ne vais pas ici utiliser donc cette fonction, cette formule quadratique pour trouver la valeur de delta t. C'est un processus qui est peut-être plus fastidieux, ça peut amener des erreurs, mais évidemment, si vous êtes à l'aise avec la formule quadratique, je vous invite bien sûr à l'utiliser. Et donc, on va revenir quelques instants ici dans notre tableau pour peut-être prendre une note. Euh, Par rapport à cette équation ici, on va souligner ici le delta t et on va indiquer hein, que ça implique nécessairement pour cette variable que nous utilisions la formule quadratique. Il vaudra peut-être mieux d'utiliser un petit détour, trouver une autre information, peut-être la vitesse finale qu'on ne connaît pas, et ensuite utiliser une autre équation pour trouver le temps. Mais si on veut utiliser ici cette équation pour trouver le temps, on doit passer par la formule quadratique. Cela dit, il y aura une exception à cela, et je vous en ferai part en temps et lieu, mais pour l'instant, notons cette particularité et prenons garde à ça et tâchons peut-être de ne pas utiliser cette équation pour, calculer le temps, à moins évidemment que vous êtes des pros de la quadratique, dans lequel cas, allez-y. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va vraiment utiliser une autre équation pour d'abord trouver la vitesse finale et ensuite, à partir de la vitesse finale, trouver la durée à l'aide d'une autre équation que celle pour laquelle il faut utiliser la quadratique. Et pour faire ça, donc, on va utiliser donc l'avant-dernière équation sous la forme BF carré est égal à VI carré plus 2A delta X. Donc, c'est parti ici. On va faire le calcul. Donc, VF carré est égal à VI carré plus 2A delta X. On va trouver la vitesse finale et ensuite, on utilisera une dernière équation pour être en mesure, donc, de calculer le temps. Donc, c'est parti. VF carré est égal à VI carré, donc c'est 30 mètres par seconde qui vont être mis à la 2, plus 2 fois l'accélération qui est de moins 4. Je vais mettre des parenthèses ici pour qu'on puisse bien distinguer le négatif, fois le déplacement de 52 mètres. Permettez-moi de faire une étape intermédiaire. Donc, 30 à la 2 va nous donner 900. Nous avons des mètres divisés par seconde à la 2, donc ça donnera mètre carré, seconde carré, plus, donc 2 fois moins 4, donc moins 8, fois 52, ça va nous donner un total de moins 416. Et ça aussi, on a mètre fois mètre, ça fait des mètres carrés divisé par seconde carré. Et ça tombe bien parce que là, en ce moment, je suis en train de calculer une vitesse au carré. Vitesse au carré, c'est mètre carré divisé par seconde carré. Donc, on va faire la racine dans quelques instants. Donc, résultat intermédiaire ici, 900 moins 416 nous donne 484 mètres carrés seconde carré. Et on peut faire toujours la dernière étape, la racine. Donc, VF ici, la vitesse finale, 484, la racine carrée donne 22. Et donc, la vitesse finale ici est de 22. Suis-je surpris de cette réponse? Eh bien, pas du tout, parce qu'on a dit que notre véhicule perdait de la vitesse. Dès lors, s'il perd de la vitesse, j'espère que sa vitesse finale sera inférieure à sa vitesse initiale, ce qui est bel et bien le cas. Donc, nous en sommes fort heureux. Et donc, complétons cet exercice. On doit calculer la durée. Quelle équation choisir pour trouver la durée? Ben, on a toute une possibilité, à part évidemment celle où on devrait utiliser la quadratique.
On peut utiliser celle avec l'accélération ici, VF moins VI divisé par delta t, ou celle avec delta X, avec le delta t, là, VF, VI divisé par 2. Je vais prendre ici la première, avec VF est égal à VI plus A delta t. J'aurais pu prendre la dernière, ça nous aurait donné le même résultat si on fait les calculs correctement. Donc, vitesse finale, on vient tout juste de la calculer, c'est 22 mètres par seconde, est égal à la vitesse initiale, 30 mètres par seconde, plus, donc, moins 4 mètres par seconde carré, l'accélération, fois le temps. On va bien sûr soustraire de chaque côté par moins 30 mètres par seconde, ce qui va nous donner, bien sûr, moins 8 mètres par seconde, et donc, qui est égal à moins 4 mètres par seconde carré fois le temps. Donc, on va diviser de chaque côté par moins 4 mètres par seconde carré, ce qui va nous donner mètres par seconde carré, voilà. Ce qui va nous donner une réponse, moins 8 divisé par moins 4 de 2. C'est du temps, donc des secondes. Et là, pour ceux qui se posent la question, on vient de diviser des mètres par seconde par des mètres par seconde carré. Comment se fait-il que ça nous donne du temps? Eh bien, petite démonstration ici, regardez bien. J'ai des mètres sur seconde que je divise par des mètres par seconde carré. On se rappelle que quand on divise une fraction, c'est comme multiplier par la fraction inverse. Donc, multiplié par seconde carrée sur mètre. Qu'est-ce qui s'annule ici? Les mètres avec les mètres. La seconde au dénominateur s'annule avec une seconde au numérateur. Il en reste une. Et ça nous donne des secondes. C'est bel et bien. Donc, ce petit calcul vous démontre l'intérêt de faire le traitement des unités dans vos différents exercices. Et lorsque vous faites des calculs comme ceux-là, évidemment, si ça vous mêle plus qu'autre chose, ne le faites pas. Vous n'êtes pas tenu de le faire, hormis d'indiquer, bien sûr, l'unité lors de la réponse finale. Mais je pense que c'est une très bonne habitude à prendre pour être en mesure vraiment de bien euh, analyser donc les quantités obtenues lors de nos calculs. Et bien voilà. Donc, ça fait le tour de notre petite introduction aux équations du MRUA et j'espère que grâce à ces explications, vous pourrez désormais donc penser tranquillement vos devoirs. Je vous souhaite bon travail.